Aujourd'hui, il y a un type qui m'a dit que je devais rester à ma place, et je reviens juste de mon cours de gym où j'étais cul par-dessus tête. Ne sachant plus où j'en suis, on va aller vers le passé, on va parler de Moyen-Âge, on va parler de livres, et on va faire un livre en même temps. Les deux livres dont je veux parler, parce qu'aujourd'hui il y en aura deux, c'est La nuit des Béguines d'Aline Keener, qui est décédée assez récemment. Malheureusement, j'ai la version poche, donc Liana Lévy Piccolo, à 11 €, je me souviens, puis c'est marqué dessus. Oh, c'est des éditions qui sont Place Paul Painlevé. Bon, je trouve ça très chouette. Michel Julien, Esquisse d'un pendu. Et là, on est chez Verdier. Il est un peu plus cher. 16 €. Les deux sont commodes pour le métro, en tout cas dans le format poche. Vous savez que ça compte pour moi. Même si finalement, dans le métro, je lis plutôt de la théorie ces temps-ci. En ce moment, c'est le comique des idées de Schlanger. Ça va être compliqué d'en parler parce qu'il est quasi introuvable. Mais même quand je suis au lit, je préfère avoir des livres maniables. Et le livre qu'on va faire en même temps, eh ben, personne ne me l'a demandé, donc je me suis sentie attendue. On va faire une brochure à partir, il est tout frais, du SCOM Manifesto. On en a parlé il y a 2 semaines, je crois. C'est imprimé très, très bêtement en recto simple, faut pas faire ça, mais ça permet de prendre des notes, j'aime bien. Et je vais vous expliquer comment on fait de la reliure en parlant de livres qui parlent de livres. Puisqu'on ne sait pas où on en est, trouvons notre place. Alors je trouve intéressant de rapprocher Michel Julien, alors, qui n'est pas un auteur que je connais, c'est un collègue qui me l'a conseillé et qui apparemment avait l'air de savoir que Michel Julien n'est pas très content de ce livre, on n'en parle pas. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais comme je connais pas le reste, je peux pas comparer. La nuit des Béguines, en ce moment, c'est un succès, notamment dans les cercles, on va dire, féministes, parce que ça permet de parler des béguines, et les béguines, elles ont un statut assez particulier. On va commencer par là, et en même temps, eh ben, j'attrape mes planches en bambou. C'est des sets de table, hein, j'avais trouvé ça à Carouf. Pas, parce que moi, j'ai pas de planche chez moi, hein, je veux dire, je suis dans un studio. Et on va commencer à bien tasser, parce qu'il faut que ce soit bien droit, et que ce soit bien net, et qu'on sache parfaitement où les choses se passent. Hop, ça, plusieurs fois. Clac, clac. Alors, Aline Keener, je vais vous le dire tout de suite, ça a été quand même une petite déception. Et c'était une déception parce que y a une conférence super dans les conférences de France Culture qui parle des béguines. Les béguines, c'est quand même assez intéressant. J'ai vu qu'il y avait plusieurs romans sur les béguines. Ça, c'est chouette. Je crois qu'on est au 13e ou 14e 14e, 1310. Dans le Marais. Les béguines, c'est des femmes qui sont vraiment à mi-chemin entre les laïcs et le clergé. C'est-à-dire qu'elles ne font pas de vœux, elles peuvent parfois vivre chez elles, elles peuvent aussi se regrouper dans le béguinage, comme un couvent, sauf que c'est beaucoup moins strict qu'un couvent, mais quand même avec des règles. Souvent une spiritualité, souvent des boulots assez particuliers, mais en fait, être béguine, ça permettait aux femmes de ne pas se marier. Et en fait, c'est un des statuts pour les femmes qui leur permet, il ne faut pas hésiter à... La droiture, ça prend du temps. D'être... c'était un des statuts de liberté, en fait, pour les femmes à cette époque. Et le roman d'Aline Keener se situe... donc ça, c'est très positif. Hein, à cette époque, en fait, où le béguinage va être menacé, et notamment par une béguine qui s'appelait Marie de Porrette, en fait, qui a elle existé, que l'on voit condamnée à mort, et donc qui est brûlée vive, et donc les personnages que l'on suit voient être brûlés vives, et dont l'une des personnages, l'une des femmes héroïnes, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont un peu suivies, même si elle est vraiment centrale, va se retrouver, elle va se retrouver suite à différentes péripéties, copiste du livre de cette béguine, et c'est un livre qui est considéré comme hérétique, c'est la raison donc, de cette condamnation, qui n'est pas sans évoquer les sorcières par exemple. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là, mais aussi plus largement les autonomies féminines, c'est pour ça que ça plaît aux féministes. Hein. Et qui découvre un livre pas hérétique, mais d'une très grande spiritualité. Alors, pourquoi ça m'a un peu déçue? Parce que j'ai trouvé que c'était écrit
de façon un peu trop explicite. Je vais m'expliquer et on va comprendre en voyant Michel Julien. Ça veut dire que c'est assez romanesque et c'est logique puisque c'est romancé et que si tout peut être historiquement fiable, hein, ça je n'ai aucun doute là-dessus, mais je suis sûre que des médiévistes auront des choses à dire ou à redire. Maïtena, on t'attend. Mais en tout cas, ça m'a eu l'air pas trop mal. Mais moi, je suis pas médiéviste, hein, je suis 19e. Donc, c'est au moins du Moyen-Âge qui va bien au 19e siècle. Néanmoins, j'ai trouvé, pour le coup, que littérairement, c'était un peu trop expliqué. Et que il y a des grands paragraphes qui vont expliquer, en fait, ce statut, et je trouve avec une certaine lourdeur. Mais c'est pas mon genre de style. C'était très net au début, après ça se calme un peu. Le message diffusion, ça n'a rien à faire là-dedans. Les marque-pages. Il y avait beaucoup de phrases nominales au début. Je dois avouer que les phrases nominales, ça m'agace. Bon, ça c'est une introduction de l'autrice, donc ça me semble pas... Elle est si grande, si frêle, le cou noué au-dessus de l'échancrure de toile par laquelle on a passé sa tête. Droite pourtant, point. Et dure, point. Et rien changé par les longs mois de captivité et les multiples interrogatoires, en rien, pardon. Et le silence qu'elle a maintenu, ils l'ont pris pour de l'arrogance. Point, point, point. Moi, c'est un style auquel je suis pas sensible. Vraiment, sur moi, ça marche pas du tout. C'est un truc qui m'irrite. Mais ça, je comprends que ça marche. Donc, c'est une réserve qui est très subjective, hein, comme souvent en littérature. Et on va avoir donc ces passages, je sais pas, je dirais un peu lyriques. Mais qui font que j'ai du mal à revenir à Duras, alors que je sais que je vais trouver des choses, mais ça vient pas, qui font que j'ai du mal avec la poésie très souvent, qui font que j'ai du mal avec Annie Ernaux, enfin, c'est souvent très connoté écriture féminine. Je sais pas, c'est un truc qui marche pas sur moi. Alors ça, après, c'est beaucoup moins marqué et le récit va plus avancer. Et dans La Nuit des Béguines, comme dans Michel Julien, le gros reproche que je ferais, c'est que l'intrigue, elle commence vraiment aux 2 tiers du livre, quoi. On la sent vraiment se nouer aux 2 tiers du livre, de façon différente dans les deux, évidemment, mais bon, je trouvais ça un peu long. Mais en même temps, ça c'est lu. J'ai passé 3 soirs en m'endormant pas très tard dessus, ça se lit bien, hein. C'est pas non plus rédhibitoire. Et par contre, j'étais sensible au cadre médiéval, au béguinage. En plus, j'ai lu juste après que Notre-Dame crame, alors forcément, ça marchait pas mal, hein, parce qu'elle n'arrête pas de passer devant Notre-Dame, de se retrouver devant Notre-Dame sur le parvis, etc. Donc ça marche super bien, on a un nouvel effet de lecture, surtout avec des bûches, etc. Enfin, ça marche. J'ai trouvé que les personnages étaient un peu typifiés. Voilà. Et que voilà, j'ai eu l'impression que l'autrice avait besoin d'avoir des personnages très différents, des femmes essentiellement très différentes, avec des situations très différentes, des âges très différents, et ce qui est bien, mais ça se sentait un peu trop, je sentais pas encore vraiment la vie des personnages. Alors est-ce que c'est lié au fait que ça se passe dans une époque un peu lointaine, que c'est un roman historique, que j'en lis quand même pas beaucoup, je vais plutôt lire de la science-fiction que du vrai roman historique, je sais pas. Je trouve que ça n'a pas trop marché, et bon, les passages vraiment, on va dire, explicatifs, pas didactiques non plus, hein, n'exagérons pas, mais je les ai trouvés un peu lourds, donc j'ai eu... Voilà, vraiment j'ai eu du mal à le finir. 3 soirs, hein, c'était pas non plus, vous voyez, c'était pas une douleur. Et en même temps, je lui ai trouvé plein de qualités à ce livre, et notamment le fait qu'il parle de Marie de Porette, ce que je connaissais pas du tout, donc cette béguine mystique, et le mysticisme me plaît énormément. C'est ce qui fait que j'adore Buñuel ou Bruno Dumont, et je suis une athée mystique, et il y a quelque chose à développer là, et ça, j'étais ravie qu'il s'agisse de ça. Et tout ce qui va être de l'ordre de se cacher du pouvoir pour maintenir le béguinage, ces stratégies qui sont mises en place et donc qui appartiennent là pleinement à l'intrigue, m'ont beaucoup plu. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc il y a quand même des choses que j'ai trouvées très chouettes dans La Nuit des Béguines, avec cette petite déception, parce que c'est comme toujours, quand on en parle beaucoup, on est toujours un peu déçu. Voilà, là c'est à peu près droit. Donc je vais le placer sur ma planchette, en le décalant un peu et placer une autre planchette par-dessus. Je vous montre ça dans peu de temps. Tac, comme ceci, en mode sandwich. Il faut que ce soit pas mal, assez près du bord. Et maintenant, je sors mes armes fatales secrètes. Je crois qu'on appelle ça des serre-joints.
Donc je fais visser. Alors je risque de le refaire 3 fois parce que je parle en même temps. Et voilà, donc La Nuit des Begins, mais je voulais quand même en parler parce que c'est un roman où pas mal de... surtout de copines, quand j'ai dit « Ah, je vais lire La Nuit des Begins, je viens de l'acheter, etc. » m'ont dit « Oh là là, mais dis-nous, qu'est-ce que t'en penses ?» Eh ben, c'est sympa, mais moi, c'est pas le coup de foudre, voilà, clairement. Mais c'est chouette, ça dépend ce qu'on cherche et à quelle lecture on est, à quel type de littérature on est sensible. On est dans une littérature qui est connotée féminine et je pense que c'est un tort. Pour ce qui est du roman historique, c'est un super bon roman historique. Hein. Par rapport au roman historique, on va dire, habituel, on a quelque chose de bien plus poussé. Quoi. Voilà. Et je crois que La Nuit des Begins, en fait, je savais déjà ce qu'étaient les Begins, donc j'ai pas eu le plaisir de cette découverte. Et j'aurais voulu peut-être plus encore de détails. Et en fait, ça, on va le voir tout de suite en évoquant l'esquisse d'un pendu de Michel Julien. L'esquisse d'un pendu, c'est un livre qui est quasiment, au moins, on va dire, sur les 2 tiers, jusqu'au moment où l'intrigue commence vraiment. Alors, vraiment, cette intrigue, elle est semi-bidon, à mon avis. Elle est historique. Hein. Historique, avec un astérisque comme dans Le Rouge et le Noir. Comme chez Walter Scott. Donc. Mais vous le savez, c'est pas tellement les histoires qui m'intéressent, c'est comment elles sont écrites. Là, j'ai eu beaucoup plus de plaisir de découverte parce que Esquisse d'un pendu se passe dans l'atelier d'un copiste. Je crois qu'on est cette fois plutôt au 13e, je vais vérifier tout de suite. On est sous Charles V, mais alors moi je suis tellement perdue que pourtant je savais ce genre de choses et j'ai tout oublié. Vous allez m'en vouloir. Hein. Ça, je vais vous lire le début, mais pas tout de suite, parce que je vais placer mes sergents. Et ça m'a vraiment beaucoup plus plu. Alors bon, au niveau de l'intrigue, si, je veux quand même qu'il y ait des histoires, racontez-moi des histoires. Racontez-moi des histoires, si possible, dans le creux de l'oreille. Avec cette voix benjaminienne du narrateur. Allez, un petit coup, on y va. Tchoc. L'esquisse d'un pendu, ça permet de comprendre parfaitement et en action comment ça se passe dans le bureau d'un copiste médiéval au Moyen-Âge. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est complètement ouf parce qu'on va avoir vraiment tous les détails et toutes les étapes et les différents ouvriers et l'organisation de l'atelier et les prix et comment le manuscrit... parce qu'on est juste avant l'invention de l'imprimerie. Donc on est vraiment sur les derniers, alors pas les derniers manuscrits parce qu'on continue à avoir pas mal de manuscrits sur une période assez longue après l'invention de l'imprimerie, enfin relativement longue, avec quelques rappels, parallèles faits avec le numérique. Alors moi je les ai pas trop sentis, peut-être que je suis un peu bête, bon je l'ai avant de dormir. En tout cas, certains critiques en ligne, j'avais un peu regardé ce qu'en pensaient les gens, critiquer un peu cet aspect-là. Vraiment, alors, pourquoi pas. Moi, si c'est là, ça m'a pas gêné. En tout cas, le processus de fabrication d'un manuscrit médiéval, de la sélection des textes, de l'auteur qui vient, des manuscrits, comment les manuscrits circulent aussi. Donc, par exemple, avec les... Clac. Les choses sérieuses commencent. Comment les manuscrits circulent entre les étudiants du quartier latin, comment ils sont copiés, donc puis la copie elle va pas de soi, comment ils sont installés, comment on fabrique une encre, comment les enluminures sont faites, comment les livres donc sont commandés, le marché de l'occasion du manuscrit, incroyable, mais incroyable, tout, on a toute la chaîne du livre du Moyen-Âge, et avec aussi jusqu'aux auteurs qui viennent dans l'atelier copiste pour ça, etc. Et puis on prend tel passage sur un commentaire d'Aristote, alors avec mon petit Renan et Averroès et l'Averroïsme, qui est Averroès, un commentateur d'Aristote, Averroïsme, les commentateurs du commentateur, histoire d'une réception. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça m'a éclaté, vraiment éclaté. Et la langue de Michel Julien, et je vais lire le début qui est pas sur l'atelier, je vais attraper un pinceau parce qu'on va passer à la colle. Elle est absolument extraordinaire parce que elle inclut tous ces mots médiévaux. Allez hop. Donc là je prends un pinceau absolument nul parce que il faut du pinceau à colle, je vais pas vous prendre un pinceau à acrylique ou à aquarelle qui coûte un peu. Et niveau colle, j'avais directement investi dans ça.
donc d'Albe à Montparnasse. En fait, ce qu'il faut pour les colles, vous avez les trucs genre Cléopâtre ou quoi, c'est pas terrible. La colle à reliure, ce qu'il vous faut, c'est de la colle qui va coller du papier et qui va rester souple, parce que sinon votre reliure va casser. Celle-là, elle est top parce qu'elle est translucide. Bon, indélébile, je vois pas ce que ça veut dire pour une colle. Après séchage, elle sèche assez vite. Et les matériaux, c'est papier, carton, bois, caoutchouc, cuir. Et j'ai retapé un manteau avec ça. Et mes pompes, mes baskets à paillettes hier. Et ça, pour le moment, ça tient bien. Tissu pour l'encadrement, gainerie, marouflage, reliure. On est en plein dedans. C'est de la colle voilà, qui va rester souple, c'est pas mal. Et ça, c'était un pot qui coûtait 9,25 €. Je l'ai depuis 3 ans. Et quand même, il descend puisqu'on en est là. Mais parce que je suis une bricoleuse, hein, ça se voit pas comme ça. Donc ça m'a paru... en fait, voilà, finalement, ce qui peut rebuter certains lecteurs ou certaines lectrices, et là, ça dépend vraiment d'où on part, ou de ce qu'on fait et à quel moment, eh ben, c'est exactement ce qui m'a plu, c'est-à-dire la prolifération des détails, mais en fait, c'est un roman qui est une description, d'une certaine façon, de la vie des copistes. Maintenant, je vais mettre de la colle, c'est un peu bougé, je vais le remettre, mais je vais mettre de la colle ici, et là, il faut que ce soit bien droit. Pourquoi ça a bougé en le faisant? Parce que je fais sur mes genoux d'habitude, je le fais sur le bureau. Donc ça, c'est assez étonnant, un roman qui est une description, mais c'est un roman pour bibliophile, hein. Un roman qui raconte comment on fabrique des livres. L'intrigue elle-même, c'est que le copiste se fait copier, évidemment c'est ironique, et qu'il va enquêter un peu pour savoir... hop là, il y avait un petit patin qui est tombé. Il essaie de comprendre comment il est possible qu'on le copie, comment démontrer cette copie, et donc il place des faux passages dans le texte pour voir comment... il piège le texte, un peu comme la fleur de farine dans Tristan et Iseult, pour voir les traces de doigts en fait. Parce que le manuscrit ne devrait être copié qu'une fois, c'est un manuscrit pour le roi. Et en fait, il y a une deuxième copie clandestine en même temps. Voilà, ça c'est là. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc ça c'est... ouais, c'est un peu rigolo quoi. Au niveau de l'intrigue, c'est pas extraordinaire. Par contre, la langue est vraiment chouette et ces détails m'ont vraiment... Il est pété. M'ont vraiment plu. Comme quoi les quincailleries, hein, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est pas très grave parce qu'en fait, ça c'est important quand vous avez, là pour de la reliure, des choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez pas de traces. C'est pour ça qu'on met notre planche. Il faut au moins avoir un bout de carton pour avoir quelque chose qui va tenir fermement, mais qui va répartir la pression. Parce que sinon, la brochure va être marquée et ça sera moche. Allez hop, on la refait joliment, rapidement. Alors, et puis on se trompe pas de sens, hein. On a l'habitude de relier plutôt à gauche, etc. Mais j'ai déjà fait des bêtises. Hein. Alors, ça c'est vraiment chouette. Alors, on a même des passages, et là pour le coup, très descriptifs et très explicatifs, mais comme ils étaient très fournis, eh ben ça m'a... Bon, je pense que c'est la vieille histoire. Hein. Quand on sait, on a l'impression que c'est facile. Et quand on sait pas, eh ben, on est époustouflé par la découverte. Bon, mais sur les Béguines, je connaissais, je m'étais renseignée, j'en avais entendu parler. Donc je savais, donc j'apprenais pas grand chose. Je crois vraiment que c'est ça ma déception sur la nuit des Béguines, donc c'est pas forcément grand chose, et donc je vous en parle pas en détail, pour que vous ayez ce plaisir de lecture si vous y allez. Et chez Julien, donc l'esquisse d'un pendu, on a quelque chose qui est très fourni, très riche en détails, très érudit, et ça prend ou que ça prend pas, ça dépendra évidemment des lecteurs. Allez, je remets les serre-joints. Alors, tant qu'à faire, on est malin, on évite de se bloquer l'accès à la reliure par le serre-joint, donc on le met sur le côté. Je vous remonte ça dans 3 secondes et demie. Tchac. Et ça, c'est pas mal. Et puis, je dois avouer que j'ai toujours évidemment une certaine émotion pour les livres qui parlent de livres. Et là, je suis quand même contente d'avoir des livres qui parlent de livres, mais d'un point de vue matériel, et pas seulement avec des jeux de mise en abîme façon faux monnayeur. Voilà, comme ça, tout est accessible. Et hop, je trempe le pinceau dans ma colle à reliure, je goûte, et on va répartir. C'est comme mettre du vernis à ongles, sauf que c'est plus utile. Donc, alors, il faut être un peu généreux, parce que c'est pas mal que ça entre un peu.
Donc, alors généreux pas dans le pinceau, hein, généreux dans le repassage, c'est-à-dire, c'est comme d'habitude, faut pas être fainéant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Esquisse d'un pendu? Donc, on suit ce copiste, là aussi copiste. Alors non, contrairement à La Nuit des Béguines, cette fois le copiste est réel. Il a été trouvé, enfin son nom et quelques éléments ont été trouvés dans les archives, et tout le reste est évidemment contextualisé de façon, bah, j'imagine, très fiable. Hein. C'est le genre de roman où on n'a pas le droit de se tromper. Hein. Donc, ben, on a le plaisir du documentaire avec quand même une histoire et quelque chose qui va pas être ben, simplement une leçon de choses ou je vais te raconter la grande histoire des copistes, reste là pendant 1 heure et bouge pas, voilà. Alors, et ça, je trouve que ça marche vraiment bien, et avec, on sent, me semble-t-il, un amour profond pour les livres. Alors, l'histoire du livre de Marie de Porrette dans La Nuit des Béguines, c'est clairement un livre qui est important et avec un statut important, mais je trouve que le livre lui-même, même si on en a des petits extraits, l'influence du livre, bah, ça prend pas tellement de place et ça m'a un peu manqué. Voilà. Mais bon, bah, voilà, si on est, si on n'a pas cette sensibilité-là ou qu'on est agacé par le méta, eh ben, c'est pas plus mal. Donc c'est pas mal, je trouve, de mettre les deux en regard parce que bah, ils ont quand même des projets assez, assez proches. Alors par contre, tout ce qui va être condition féminine dans l'esquisse d'un pendu, il n'y a rien du tout. Hein. Bon voilà, le copiste a une femme, mais c'est à peu près tout. Hein. Alors que bah, La Nuit des Béguines est considéré, je sais pas si c'est un roman féministe, mais en tout cas conseillé par des féministes et plein d'autres femmes. Quand je l'ai demandé à la librairie, puis je l'ai finalement trouvé toute seule. Une des libraires a dit « Ah, c'est trop sympa ça !» Voilà. Je sais pas si c'était féministe, mais en tout cas, c'est un roman qui plaît, hein, faut pas se décourager ou le laisser de côté par ce que je dis. Alors je passe le pinceau comme ça. Tac, 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 tac. Ah bah c'est pas de la belle enluminure médiévale, hein. On fait ça à l'arrache. Et le pinceau, je le rincerai quand j'aurai fini, mais on fait attention à bien sécher. Comme c'est de la colle à base d'eau, j'y vais franchement avec les doigts, tac, pour enlever le surplus, parce que même si elle sèche bien, je préfère. Et là maintenant, en fait, je vais le laisser, alors pas à plat, mais comme ça, sans que ça touche, au moins 1 ou 2 heures. C'est pas mal de le laisser la nuit, et en fait d'essuyer pour enlever pour que la colle n'adhère pas à la planche et que ça déchire pas au moment où on l'enlève, si on n'a pas été très soigneux. Et quand c'est fini, ça, qu'est-ce que ça va donner? Je vous le montre tout de suite, et après je finis. Ben non, je vous montrerai après. Hop, esquisse d'un pendu. Alors le pinceau, il est là. Je vous lis le début. Alors le début, par contre, là, c'est pas l'atelier de copiste, c'est la machine. Et vous allez comprendre ce qu'est cette machine. Je suis page 11. La machine n'est qu'ossature, rien mieux qu'un emboîtage architectural éviscéré, cubique, sans complexité de construction. C'est une pile creuse faite de niveaux amoncelés sur un empierrement mastoc, à répétition d'étages, une cage vide, libre au vent, des parois criblées de fenêtres sans vitres et protection. Sa fonction fut d'exposer, de magasiner, de remiser à la vue dans une série de casiers verticaux des ruffians, des ribots, des malandrins et malfrats trépassés, de les montrer pendus, à tous, au plus grand nombre, dans l'avant-goût des grands cinémas, ces espèces de parallèles, mais s'entretirés. Non pas d'exécuter. Érigé pour cela, réparé quand il le fallait, rafistolé au plus bas des finances, remis à neuf quand les caisses de France le permettaient, dressé pour sa fonction sur une éminence, un tertre gypseux 5 siècles durant, du XIIe au XVIIe, la machine servit les grandes démonstrations morbides. Et pendant 5 siècles, quand chacun l'eut sous l'œil, en attraction, aux barrières de Paris, il semble qu'une lassitude spectaculaire ait fini par la banaliser au point que très peu de témoins la signalent dans la durée. Comme si, au bout du compte, à contrario de sa démonstration pédagogique, et chacun l'ayant connue, personne ne l'ait vu et retenu. Peu représenté, sinon 2 fois par Jean Fouquet dans des versions distinctes, dites par Villon. Peu peinte et peu citée dans la période, il fallut que cette folie de Pierras fût désaffectée, qu'elle finisse par s'abattre toute seule, se désagrège, qu'elle disparaisse tout à fait de sa piètre motte pour que les romantiques s'en entichent, bien après, lui reconnaissent un charme, que renaissent la légende, les annales, la fantasmagorie de Montfaucon.
etc., etc. Puis après là, ça va continuer, et donc on a des mentions de Victor Hugo, pas mal de choses. C'est la machine à exposer les pendus de Montfaucon. Et je trouve que cette description est vraiment extraordinaire. Là, j'ai ouvert, je fais waouh! Ça, c'est vraiment. Alors, les procédés stylistiques, ils sont simples. Hein. On va avoir en fait des jeux d'énumération de synonymes, avec pas mal de variations de vocables, de lexique. C'est-à-dire, alors là, celui qui m'a pas mal marqué, faut que je retrouve ma ligne évidemment. Dans une série de casiers verticaux, des ruffians, des ribots, des malandrins et malfrats trépassés. Et là, en fait, on est dans du vocabulaire médiéval ou au moins archaïsant. Et juste après, on a une référence au grand cinéma. Là, il y a une influence de Céline. Le collègue qui me l'a conseillé est un fan de Céline. Donc, je veux dire, je retrouve quelque chose qui n'est pas célinien, qui ne va pas aussi loin que Céline, qui n'est pas la voix célinienne, mais avec ces procédés donc, de mélange de lexique et d'accumulation. Chez Céline, ça va beaucoup plus loin, mais ça marche quand même pas mal. Et ça m'a également fait penser immédiatement à un passage que j'aime énormément et dont il me semble que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui est le moment de la description de la machine à torturer dans la colonie pénitentiaire de Kafka. Et on se souvient que David Foster Wallace expliquait comment la description se fait châtiment. Puisque c'est la description des méfaits qui est gravée dans le dos des condamnés par la machine. C'est extraordinaire. Et c'est un châtiment qui est en même temps une espèce de jouissance sadique. Là, il y a quelque chose d'évidemment très morbide, macabre, qui va évidemment s'approfondir, qui fonctionne vraiment bien. Évidemment, chez les copistes, ça va être moins macabre, mais ça fait quand même une belle entrée de roman. Voilà. Et c'est un motif qui va revenir comme ça régulièrement, qui va bâtir un arrière-plan. Et là, on voit tout de suite que stylistiquement, on n'est pas du tout dans la démarche d'Aline Keener, qui est en fait beaucoup plus accessible parce que, bon, mais c'est compliqué. Alors, déjà, c'est quelque chose que. Enfin, c'est une réalité qui est difficile et qui en plus est dite dans une langue qui peut être difficile. Donc en fait, ce sont deux livres pour deux publics différents. C'était logique que j'en aime un et pas l'autre. Et ça aurait pu être l'inverse. Et je crois qu'on peut aussi aimer les deux. Esquisse d'un pendu, ça m'a vraiment plu pour ça. J'ai trouvé que l'intrigue mettait du temps à venir parce que bon, mais c'est un roman qui est quand même d'abord fait de ses descriptions et de ses mots et de ses paroles et de ses jeux de langage et qui va être extrêmement pointilleux, précis et là, là pour moi ça a vraiment été un régal. Et un régal donc pour voir en plus cette chaîne du livre dans le détail. Et un livre qui donne autant de détails sur la fabrication d'un livre, en reprenant les mots mêmes des autres livres et les références à d'autres livres. Donc, tout de suite après, il cite Notre-Dame, lui aussi. Encore un point commun d'une certaine façon. C'est un rapport qui était beaucoup plus direct au livre. Et ce rapport direct au livre, finalement, je l'ai en lisant beaucoup, en étudiant les livres, en faisant de la stylistique. C'est une des principales approches de ma thèse. Hein, et puis de vidéos, quoi. Je veux dire, j'aime vraiment la stylistique et l'étude des extraits, mais ça passe aussi par cette matérialité du livre. Et j'aime beaucoup les vidéos de François. Quand, François, je peux m'adresser à toi, quand tu parles de la fabrication de ces livres. Comment on fait, comment on les pense, qu'est-ce que ça veut dire changer le livre. Et évidemment que j'ai pensé à toi pour celle-là. Et bon, quand on fait le SCOM, ici en A4, qui est collé, ça va donner des choses. Alors là, ce sont des fiches de lecture, donc c'est pas forcément très intéressant. Alors quand on a vraiment plus de pages, il faut limer et ici mettre des bouts de ficelle qui vont dépasser, qu'on coupe à la fin. Ça permet de solidifier les livres. Moi, je fais pas de couverture à ces livres-là. Là, on est dans des fiches. Ernest Renan, fiche de lecture et notes suivies, c'est le volume 1. Seulement le volume 1. Les autres volumes sont là. J'ai des cours, j'ai tous mes cours qui sont reliés comme ça. Ça a des raisons extrêmement pratiques. Mon père faisait ça à partir de sa prépa, c'est un copain qui lui a appris. Et puis il m'a appris, puis j'ai appris à mes cousines. Et puis voilà, à vous maintenant. C'est très économique. Ça permet de garder les cours pour pas cher, sans serrure en plastique abominable.
Et ça prend moins de place qu'un paquet de ça. Donc on gagne en place. Et en plus, il peut tomber, hein, ça tient. Alors ça, quand j'en ai autant, ça nous fait du 100 pages, 92 pages. Celui-ci, c'est que des citations de Renan, ça, par volume. Quand on a ça, je vais chez l'imprimeur, quoi. Voilà, je vais à la Corep. Et quand c'est bien sec, on écrit les noms. On peut écrire ici avec un marqueur, ça marche. Et ça permet ensuite de savoir exactement ce qu'il y a, comme on le voit ici. Vous n'arrivez pas à lire, mais vous voyez qu'on voit. Ça, c'est vraiment la version méga basique de la fiche conservée, enfin, et reliée. Parfois, quand il y a un petit bug, hop, je mets un point de colle et ça marche. Ce qu'on peut faire après, alors, quand on a des ambitions esthétiques, c'est rajouter des couvertures, voire fabriquer sa couverture, sa tranche, rajouter des tranches, etc. On peut faire tout ça comme ça facilement à la maison. Et ça va apporter une matérialité du livre. Là, on est dans du livre d'amateur. Ça, c'est pas un livre d'ailleurs, c'est de l'affiche. Ça, avec Solanas, Selscom, c'est un livre. C'est un livre qu'elle a voulu voir diffuser elle-même gratuitement. On est en plein dedans. Donc on est en train de... Enfin, je fais exactement un projet d'auteur et en plus je le fais pour une copine à qui ça devrait faire plaisir d'avoir son petit Solanas maison. C'est quand même rigolo. C'est très facile à faire, après hop ça sèche, clac, on enlève et c'est fini. Alors par contre, pour que ça sèche, faut pas l'ouvrir avant que ce soit bien sec évidemment. Mais ça m'a permis de faire d'autres choses, alors qu'évidemment je n'ai pas, ou plus parce que je les ai offertes, mais j'avais pu, à un de mes compagnons, faire pour un Noël vraiment un livre, un exemplaire unique, écrit à la main, fait de dessins et de papier découpé, et avec justement une reliure. Voilà. Alors c'était des dessins qui certains avaient été faits exprès pour cette occasion, d'autres étaient antérieurs, tout ça, mais que j'avais rassemblés et que j'avais unifiés. Et là tout était manuscrit, c'est-à-dire que les textes écrits étaient écrits au stylo plume, avec mon stylo plume habituel. Je vais mettre le lien, j'ai pris des photos de ça non, après l'avoir offert, parce que je suis une archiviste dans l'âme, ça se voit. Mais ça, c'est vraiment chouette, et j'ai pu garder les fiches de présentation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le refasse, de mes étudiants. Je leur distribue des papiers comme ça, là, voilà, une feuille A4 distribuée en 3, pour avoir l'adresse mail, certainement pas la profession des parents, ne me regarde pas, les problèmes, et quelques questions comme ça. Et puis après, hop, je les classe par ordre alphabétique, par chaque TD, et je les relis, et comme ça, en conseil de classe, ça va super vite. Ça, c'est se fabriquer, en fait, ce qu'on appelle des livrets. Et en fait, c'est très commode, mais c'est... alors ça, c'est une chose dont j'ai compris l'importance en lisant Renan, et à laquelle il est lui-même très sensible, et ça, on va le voir dans Véres et l'Avéroïsme, puisque il étudie les manuscrits, parce que c'est une thèse qui va... qui va jusqu'au 18e. Donc, il a une grosse étude de manuscrits et même d'images dans cette thèse. C'est un livre qui est toujours édité, Averroès et l'Avéroïsme. Hein. Dans les bibliographies sur Averroès, c'est toujours cité. Et dans l'histoire des origines du christianisme, Renan est extrêmement sensible. En fait, ce qu'il cherche, c'est ce qu'on appelle le légendaire. Le légendaire, il y a un livre qui est important, qui est Claude Millet. Je ne sais pas s'il est accessible, là, il est juste là. Bref. Le légendaire de Claude Millet, je crois que c'est un putain de demande, ça. Je sais plus. Et là, pour parler de ça, elle s'appuie énormément sur Renan. Le légendaire, c'est le moment où l'histoire réelle commence à être transformée, mais n'est pas encore fixée dans un livre. Et en fait, ce qui intéresse Renan, c'est de comprendre, enfin, il comprend, il en voit, etc., les livres de piété en souvenirs personnels, non pas d'érudits, les érudits se souvenaient, mais des croyants les plus humbles, qui ensuite ont été rassemblés pour faire la Bible. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Moi, j'étais pas là. Et donc, ces livres, ces petits livrets, voilà, ces ébauches de livres qui ont disparu, pour la plupart, ou qui ensuite ont été recopiés, et transformés, et on en a enlevé, on en a gardé, enfin voilà, donc ça c'est l'histoire du canon et des apocryphes. Mais ça permet, ce que va faire Renan, c'est essayer, il va penser ce rapport très matériel et très sentimental
et même mystique au livre pour essayer de retrouver l'histoire derrière la légende, mais sans faire de ce moment du livret un moment simplement transitoire. C'est le moment d'une piété après la vie du Christ. C'est la trace de cette piété, et donc c'est en même temps la trace de l'esprit humain, puisqu'il a cette vision organiciste euh, qui l'amène à avoir une individualité, donc l'esprit humain, et c'est la trace en tout cas des émotions populaires, des ferveurs des humbles, qui prend en tant que tel comme un moment du christianisme. Et il y a tout ça en fait quand on fabrique des livres. C'est pas forcément mystique, on raconte pas forcément euh, la biographie du Christ pour en faire, enfin, ce qui amènera ensuite des évangiles, évidemment que non. Mais il y a un rapport qui va de l'utilitaire le plus pur à quelque chose de plus qui peut être parfaitement charnel et bon, je ne vais pas dire consubstantiel parce que c'est quand même une vieille tarte à la crème, la consubstantialité, je suis moi-même mon livre au lecteur. Mais c'est le livre, enfin ces fiches là de Renan, c'est du pur Renan, mais c'est moi qui les ai faites. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant chez Renan. Et puis maintenant, c'est mon outil de travail, alors surtout informatiquement, ça me permet d'avoir une archive, mais c'est aussi cette trace comme ça. Et en général, quand j'ai relié un cours, par exemple, ou des choses de cet ordre-là, et bien celles-là, j'ai tendance à ne pas les jeter, parce que de la place chez mes parents. Voilà. Et ceux que je jette n'ont jamais, ne passent pas la phase des relieurs. Et il y a quelque chose comme ça qui se passe dans le livre qu'on va faire pour soi, qui peut être la thèse, même si la thèse c'est un livre qui n'est pas que pour soi, mais ce moment où on est seul avec son livre et où il peut être le réceptacle de sentiments, le réceptacle d'une pensée, simplement utilitaire, mais en tout cas du livre qu'on fabrique en amateur à domicile. Et, et qui parfois est un geste d'amour. J'espère que ça vous aura intéressé. Maintenant, je vais pouvoir... je vais attendre un peu pour le laisser sécher. Et puis je rajouterai un petit mot parce que c'est une bonne copine dans le SCOM. Et il y a ça, en fait. Et je trouve que Esquisse d'un pendu comme La nuit des Béguines permettait de se rappeler de ce moment où on écrivait des livres. Et c'est pour ça que je tiens toujours à écrire des lettres. Je vous dis à bientôt.